Bonjour, je suis Haroun Bouazid, député de Maurice Richard à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, nous allons parler de constitution, d'état de droit, de laïcité et de toutes les attaques coordonnées à travers tous les projets de loi de la CAQ qui viennent affaiblir notre démocratie. Bienvenue à Champ Gauche, le balado qui ne s'excusera pas de revenir à la racine des enjeux. Pour en parler, j'ai l'honneur, le plaisir d'accueillir deux invités d'exception. Laurence Guénette. Laurence Guénette milite pour les droits humains depuis près de 20 ans. Elle a été impliquée dans les projets de solidarité internationale auprès des défenseurs et défenseuses des droits humains et auprès de personnes migrantes sans papier. Elle a également milité au réseau québécois des groupes écologistes de 2014 à 2019. Elle est détentrice d'un baccalauréat en relations internationales et droit international, ainsi qu'une maîtrise en droit et société, s'intéressant aux rapports complexes que les mouvements sociaux entreprennent avec le droit. Elle œuvre maintenant à titre de coordonnatrice et porte-parole de la Ligue des droits et libertés, une organisation à but non lucratif, indépendante et non partisane, fondée en 1963. La mission de la Ligue est de faire connaître, défendre et promouvoir les droits humains, tout en mettant en lumière leurs universalités, leurs indivisibilités et leur interdépendance. Au cœur de plusieurs luttes sociales importantes depuis sa fondation, la Ligue contribue aux mouvements sociaux exigeant le respect des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Merci Laurence d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci Nelly pour le cadeau à nous tous et toutes. Louis-Philippe Lompront. Louis-Philippe est professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université Laval, chercheur régulier et co-directeur de l'Axe 2, Institution Justice Sociale et Territoire, au sein du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, et co-directeur de l'Observatoire de la liberté d'expression, et président du Comité permanent sur la liberté académique et la Fédération québécoise des professeurs et professeurs de l'université. Ses intérêts de recherche portent en général sur la protection des droits humains au Canada et au niveau international. Au cours des dernières années, le professeur Lompront s'est particulièrement intéressé aux enjeux juridiques liés à la mise en œuvre des libertés fondamentales et du droit légal. Merci Louis-Philippe d'être parmi nous. Merci de l'invitation. Bonsoir tout le monde. Donc, très heureux d'avoir ce balado public. Je sais qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Il y a même une voiture qui nous est venue de Sherbrooke. Sherbrooke est présent. Évidemment, Montréal aussi, Laval, Québec. On a nos techniciens qui sont venus de Québec pour parler d'un sujet donc très important. Et on va commencer par quelque chose dont on parle beaucoup. On a entendu le barreau qui est sorti dans une sortie très inusitée pour parler de dérives autoritaires qu'on serait en train de vivre. Fait que je commencerai peut-être par la question de l'état de droit. C'est quoi l'état de droit ? L'état de droit, c'est quelque chose qu'on prend largement pour acquis. C'est quelque chose qui peut passer comme une étiquette, là, une espèce de slogan ou quoi que ce soit, tellement c'est simple essentiellement. L'état de droit, c'est le principe qui veut que nul n'est au-dessus des lois. Et ça a une application particulièrement complexe quand vient le temps de parler de l'État, du législateur, du gouvernement, parce que l'État, il doit respecter les lois, mais il peut aussi changer les lois. Et c'est justement ce à quoi on assiste actuellement, c'est-à-dire que c'est un gouvernement en fin de mandat qui est vraiment dans une position avantageuse dans les sondages. Là, on sent à quel point ils font le plein de légitimité. Donc, ils veulent modifier beaucoup de lois en même temps. Hein. C'est la stratégie d'inonder la zone. Mais donc, au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a la pyramide des normes. Il y a les droits et libertés de la personne dans des pays comme le nôtre, au Québec et au Canada. On a la grande chance de les avoir enchâssés dans des textes à valeur supralégislative. Donc, en principe, les limites, les freins de sécurité qui vont empêcher un gouvernement ou un législateur de partir en roue libre, il y a les tribunaux qui peuvent rappeler le gouvernement à l'ordre dans le contexte d'un contrôle de la constitutionnalité des actions de l'État. Bon. Alors, l'état de droit, c'est tout ça, mais l'état de droit en démocratie libérale, la limite à ce que peut faire un législateur, un gouvernement,
c'est les droits et libertés de la personne. Puis pour que les droits et libertés de la personne veuillent dire autre chose que le papier sur lequel on les a couchés, bien, ça implique nécessairement qu'il y ait un tiers indépendant qui soit en mesure de dire quand est-ce que l'État les respecte puis quand est-ce que l'État ne les respecte pas. Et c'est justement là-dedans que le gouvernement est en train de jouer, dans la notion de contre-pouvoir, dans l'effectivité de tous les groupes qui sont en mesure de contester l'action du législateur, notamment sur la question de la protection des droits humains. Fait qu'on parle souvent d'équilibre entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Au Québec, grâce à cet héritage colonial anglais, j'ai pas compris la limite entre l'exécutif et le législatif. Et donc, il restait plus que le judiciaire, parce qu'on s'entend qu'évidemment, par exemple en France, pour les gens qui ne le savent pas, si un député devient ministre, il perd sa place à l'Assemblée nationale parce qu'il ne peut pas être en même temps à l'exécutif et au législatif. Et ce dont tu parles, c'est l'idée de dire, au niveau du législatif, il y a la question des droits fondamentaux, qui est la limite, le frein pour pouvoir rester dans l'état de droit, au-delà du fait que c'est les mêmes lois qui s'appliquent à tout le monde. Fait que ma question serait quel rôle justement joue la charte, chère Laurence, dans ce dont nous parlait le professeur Lampron. Grande question. La charte, j'en dis un bout, puis M. Lampron pourra compléter, mais en fait, la charte québécoise, déjà, c'est intéressant de se rappeler qu'elle est antérieure à la charte canadienne. Et je le mentionne aussi parce que quand le gouvernement actuel déroge aux droits, déroge aux deux chartes, la québécoise tant comme la canadienne, souvent, il s'appuie sur l'idée de rejeter la charte canadienne, mais oublie de mentionner qu'il déroge aussi à notre charte québécoise dont on s'est doté collectivement dès 1975. Donc, on est aussi à une période où, juin dernier, c'était l'anniversaire de 50 ans du projet de loi qui donnait naissance à la charte. Et juin prochain, donc 2026, ça va être le 50e anniversaire de son entrée en vigueur. Donc, c'est vraiment un triste contexte pour célébrer cet anniversaire. Puis je reviens un peu sur l'histoire de la charte, là, juste pour insister, puis après peut-être que tu pourras nous parler davantage dans la structure juridique, les différentes lois qui cohabitent et tout, mais pour insister sur le fait qu'elle est vraiment le fruit de luttes sociales pour parvenir, puis là, on peut reculer facilement jusqu'aux années 40 pour voir d'abord l'émergence sur le plan international de tout un ensemble de textes, d'abord et avant tout la Déclaration universelle des droits de l'homme, et par la suite un mouvement d'émergence d'organisations de droits humains un peu partout sur la planète qui évoluait parallèlement avec les mouvements de décolonisation également, et qui, au Québec, il y a eu un paquet de crises, de luttes super importantes. On pense aux luttes des travailleurs-travailleuses, on pense au mouvement séparatiste, et le tout culmine, en fait, avec un mouvement qui est venu de la société civile faire des pressions pour l'élaboration d'une charte des droits, donc, y compris la Ligue des droits et libertés. J'en prendrai pas le crédit parce que ça commence à faire un bout de temps, mais les travaux commençaient déjà dès les années 60 pour arriver à cette charte québécoise qui était très avant-gardiste à l'époque, qui était très progressiste, qui allait très loin dans certains droits. Donc, même encore aujourd'hui, on pourrait quand même souligner que d'abord, elle n'est pas parfaite et elle est fragile, on le constate, mais ça reste quand même un outil très important. Puis j'espère que c'est une occasion de ce soir que les auditeurs et auditrices comprennent en fait ce que le Québec est en train de perdre à travers les différentes offensives qui s'en prennent à la Charte québécoise. Réponse un peu ample. Peut-être que tu peux compléter. Ben oui, je veux pas. Là, d'une part, j'aimerais préciser que les monsieur Lampron et les professeurs Lampron, on va passer. Je pense que Louis-Philippe ou toi, ça fait très, très bien. Sur la Charte québécoise, tout a été dit ou à peu près, mais essentiellement, c'est un fleuron. La Charte québécoise, même au niveau international. C'est un des rares textes à protéger un aussi vaste éventail de droits et libertés qui s'applique autant à l'encontre de l'action de l'État qu'à l'encontre de l'action des acteurs privés, notamment des entreprises en domaine de relations de travail. Fait que plutôt que de la fouler aux pieds, ça serait plutôt intéressant que nos gouvernements la valorisent puis essaient de l'exporter à l'extérieur. Au vu de ce qui se passe au sud de la frontière, on a besoin de renforcer nos institutions, pas d'en profiter pour les scraper davantage. Alors, je veux juste rajouter ça.
quel point la Charte québécoise, elle était avant-gardiste à l'époque, mais elle le demeure encore aujourd'hui, notamment parce qu'elle reconnaît, bien imparfaitement, les droits économiques, sociaux et culturels, ce qui est encore une fois écarté là, par le projet de constitution caquiste. Effectivement, on vient de fêter les 50 ans de la charte, donc 4 ans avant la charte fédérale, si mes calculs sont bons. On a été aussi la première législation d'Amérique du Nord à interdire la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle. On a introduit dans la charte, donc on peut en être très fier. Et puis, comme tu as dit, c'est venu s'inscrire dans un processus mondial qui, d'ailleurs, faut-il le rappeler, est venu à la suite d'un génocide. C'est aussi un des points qui a fait en sorte que l'ONU s'est dotée de la Charte des droits de l'homme. C'est parce que l'Occident, les Blancs, ont trucidé 6 millions de Juifs. Je veux dire, c'est ça qui est arrivé. Et puis ils se sont dit, on va se doter de règles. Et parmi elles, il y avait celle-là. Et d'ailleurs, parmi les articles, il y a l'article 17, si je ne me trompe pas, ou 13, qui parle de l'importance de la liberté de l'expression religieuse, y compris dans l'espace public. Mais on y reviendra plus tard. Et Louis-Philippe, tu disais effectivement la différence avec la charte fédérale qui, elle, ne s'applique qu'à l'État, donc de ce que je comprends. La Charte fédérale ne s'applique qu'à l'État, puis Laurence y fait référence. Il y a beaucoup de bruit qui se passe là, dans tout ce débat-là, le débat sur la laïcité de l'État, le débat sur la Constitution caquiste, l'importance de se distinguer de la Constitution à la canadienne. Puis Laurence y faisait référence. C'est un argument sérieux qu'il ne faut pas écarter. C'est-à-dire que le moment où le régime canadien de contrôle de la constitutionnalité des droits et libertés de la personne a vraiment pris son envol, son essor, c'est le rapatriement de 82. Puis le rapatriement de 82, le Québec n'y a toujours pas consenti. Ça, c'est toujours vrai. Alors, l'illégitimité, c'est un argument sérieux, du véhicule normatif de protection des droits et libertés que représente la Charte canadienne, c'est quelque chose avec auquel on doit se confronter. Mais, encore une fois, la Charte québécoise, elle a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et elle protège largement plus de droits que la Charte canadienne des droits et libertés. Alors là, de jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut aussi appeler un chat un chat. Ce qui est tenté par le gouvernement de la CAQ, c'est pas du tout une autonomisation du régime provincial québécois, du joug imposé par le méchant fédéral. C'est carrément un affaiblissement des contre-pouvoirs, en fait. C'est ça qu'on voit dans le projet de loi 1 et c'est ça qu'on voit encore plus quand on prend un pas de recul puis qu'on enchaîne les initiatives de ce gouvernement-là en fin de mandat avec le projet de loi 1, 2, 3. C'est le fun, on a recommencé à... Enfin, c'est plus facile à retenir que 101, 123. On les salue donc d'avoir prorogé. Donc 1, 2, 3... 7 et 9 notamment, mais il y en aurait bien d'autres. Puis on peut rattacher ça, ce rejet ou cet affaiblissement des contre-pouvoirs-là, puis cette centralisation-là des pouvoirs décisionnels, à plein d'initiatives qui ont été adoptées depuis le début de ce mandat caquiste-là, donc en 2018. Alors, il faut faire attention, donc, de ne pas tomber dans le piège que nous tend ce gouvernement-là avec la multiplication des initiatives et de diviser nos forces parce qu'on se concentre d'abord sur les attaques qui concernent nos groupes de prime abord. Alors, il faut vraiment lier les fils de la tresse, là. Puis en ce moment, c'est vraiment une attaque frontale contre ce qui sous-tend la démocratie, en fait, c'est-à-dire la capacité de plein de groupes de la société civile de remettre en cause, de questionner, de pousser le législateur dans ses derniers retranchements, parce qu'en définitive, c'est pas dans le bureau du premier ministre, c'est pas papa qui décide en principe quand c'est une loi, c'est censé être quelque chose qui repose sur une vaste consultation, puis des organismes qui ont la capacité et l'expertise d'éclairer le débat public pour ce qu'en définitive, les lois soient adoptée pour le bien-être puis pour l'intérêt de tout le monde et pas seulement d'un petit groupe de la population. Louis-Philippe t'a dit qu'elle a été adoptée à l'unanimité, elle a été modifiée à la quasi-unanimité à chaque fois jusqu'à l'arrivée de la CAQ. Peut-être, Laurence, tu peux nous parler des dernières modifications qu'il y a eu justement à la charte avec la loi 21 sur la laïcité, la loi 96 sur le français et la loi 84 sur l'intégration. Oui, effectivement, si on recule dans l'histoire, puis tu as mentionné en fait, il y a eu beaucoup d'ajouts de motifs de discrimination interdits au fil des décennies, puis ça,
Finalement, chaque fois que la Charte québécoise a été modifiée, c'était à l'unanimité ou proche, une bonne majorité. Puis c'était toujours vraiment pour faire avancer les droits. Donc, motifs de discrimination qui ont été ajoutés. On pense à la diversité sexuelle, on pense au handicap comme motif prohibé, l'équité salariale dans les années 90, le droit à un environnement sain qui a été ajouté en 2006. Puis là, à partir de 2019, donc la loi sur la laïcité, ces différentes lois-là, non seulement sont venues modifier des petits bouts de texte dans la charte, donc loi sur la laïcité en 2019, à la fois déroge à la charte et la modifie. Donc, il y a quand même comme une espèce de truc un peu paradoxal, là. Rappelons-nous aussi que la loi sur la laïcité a été adoptée sous bâillon, après d'énormes oppositions, à la fois des partis de l'opposition, plein de groupes de la société civile, la Commission des droits de la personne qui est chargée de se prononcer sur ce genre de projet de loi. Donc, voilà. Quand je parle modification, c'est comme, à chaque fois, c'est des projets de loi qui employaient aussi la clause dérogatoire pour échapper aux protections garanties par les deux chartes, qui employait cette clause dérogatoire de façon mur à mur, donc en dérogeant à tous les droits auxquels il est possible de déroger, en dérogeant à l'avance, donc pour essayer de se prémunir contre des contestations judiciaires qui pourraient arriver par la suite, et en dérogeant à des droits qui, en vertu du droit international, puis notamment le pacte international sur les droits civils et politiques, on ne peut pas déroger à certains droits. Donc, le droit à l'égalité, la liberté de religion font partie de ce qu'on appelle les droits intangibles. Donc, on n'est pas supposé avoir des clauses dérogatoires ou autres bébites étranges de ce genre qui permettent de déroger à ces droits-là. Le fait de déroger à des droits, ça devrait toujours être en cas d'urgence qui menace la sécurité de la nation. On peut imaginer comme quelque chose de climatique, une catastrophe naturelle, sanitaire. Mais il reste des droits auxquels on ne peut jamais toucher, qu'on ne peut jamais fragiliser. Donc, longue parenthèse pour dire que dans les différentes lois que tu as nommées, Haroun, il y a à chaque fois ces dérogations mur à mur, préemptives, et même à des droits auxquels on n'a pas le droit de toucher. Et en même temps, on vient modifier la charte, ajouter des petits mots qui... Parfois, c'est plus dans les mesures interprétatives. Donc, tout à coup, la laïcité devient un droit collectif. Donc, ce genre d'ajout-là au fil du temps qui fait que notre charte est à la fois affaiblie, mais aussi instrumentalisée pour mieux servir les directions que ce gouvernement-là veut prendre et sait qu'il veut prendre depuis des années. Louis-Philippe, tu veux rajouter? Je sens que tu veux rajouter quelque chose. Bien, il faut faire attention parce que je vais toujours avoir envie de rajouter quelque chose. Fait il va falloir qu'on... retenez-moi, attachez-moi. C'est un défaut genré, si je peux Oui, c'est possible, mais je vais m'attacher moi-même. Mais juste très rapidement, dans les rajouts qui sont faits, Laurence a super bien dit, mais la disposition de justification, elle a été modifiée dans les 3 interventions législatives, 84, 96 et 21. Et la disposition de justification 9.1 de la Charte québécoise, c'est la disposition qui permet à l'État de justifier des atteintes aux droits fondamentaux. Et grosso modo, l'intention, à chaque fois, était de donner plus de prise à l'État pour justifier des atteintes aux droits fondamentaux, notamment dans des interventions législatives. Et ça a été fait à la majorité simple, c'est-à-dire qu'on a rompu le consensus que tu as très, très bien écrit là, sur le fait qu'avant, quand on changeait au fond la charte, on le faisait à l'unanimité, ce qui n'a pas du tout été respecté dans les 3 cas. Puis le projet de loi 1 sur la Constitution vient ajouter un tour de vis pour rendre encore plus facile, encore plus solide la possibilité de déroger à la charte et de ne pas en être dérangé par la suite. Ouais. On en reparlera, mais ouais. Pour ceux qui écoutent le balado, chez eux, il y a une traque de chemin de fer derrière nous. Je ne sais pas si le bruit du train vous arrive. Effectivement, tu as dit avec une majorité simple qu'on ne sait pas carrément à 3 heures du matin, sous bâillon, avec des cernes pour tout le monde, comme pour la loi 21, par exemple. Donc, on arrive à la Constitution. Depuis tout à l'heure, je vous voulais en parler clairement. Je commencerai peut-être par une question à Louis-Philippe, le constitutionnaliste. À quoi ça sert une Constitution? Bien, une Constitution, je vais reprendre l'expression du père de la nation, Simon-Jolin Barrette. Je m'excuse, je suis vraiment désolé. Mais je l'appelle comme ça depuis que je l'ai vu littéralement prendre une photo de lui-même devant des statues à l'Assemblée nationale le jour où il a déposé le projet de Constitution. Alors, manifestement, c'est là où on en est. Alors, bon.
Donc, une constitution, c'est la loi des lois. Puis bon, ça, c'est l'expression qui a été consacrée dans le texte, le projet de loi constitutionnel. Pas très laïque, hein, ça ressemble un peu au Saint des Saints, la loi des lois, on va se le dire, mais bon. Mais au-delà de ça, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'une constitution, c'est le cadre qui va régir, il va déterminer ce que l'État peut faire ou ne peut pas faire. Donc, c'est vraiment la loi la plus importante, en fait, là. Et donc, dans ce contexte-là, comme c'est pas une loi comme les autres, on peut pas la traiter comme les autres. On peut pas la préparer dans le bureau d'un ministre, tout important soit-il, avec des consultations ciblées de manière très opaque, et ensuite lancer ça au jeu, parce que l'architecture de cette loi-là, elle est problématique en elle-même, et personne n'a eu l'occasion de discuter de cette architecture-là. Bon. Alors, si on peut faire ça, puis c'est le propre des projets de loi, un gouvernement, puis Haroun, tu l'as bien dit, dans le régime britannique, en contexte de gouvernement majoritaire, ben, l'exécutif il est confondu avec le législatif via le régime de la ligne de parti, en fait, où essentiellement tout se décide dans le bureau du premier ministre, ou à tout le moins, tout doit être approuvé par le premier ministre, alors qu'en principe, il y a une séparation plus importante qui devrait distinguer l'exécutif du législatif. Mais un projet de loi, c'est préparé par le gouvernement en poste, puis ensuite, c'est débattu avec l'opposition. Idéalement, la commission parlementaire, on n'essaie pas d'écourter les débats, puis de faire des brefs monologues, puis on essaie d'écouter l'autre, puis de procéder à des améliorations. Mais donc, à terme, c'est quand même le gouvernement majoritaire qui a le gros bout du bâton. Ça ne peut pas être le cas pour une constitution, parce que justement, ce n'est pas une loi ordinaire, et là, il ne peut pas y avoir de considération partisane qui gouverne la personne qui va vouloir la faire passer. Est-ce qu'on va assister, moi je sais qu'il y a une motion qui a été votée, là, mais pourquoi pas une constitution sous bâillon? Ça rime, en plus, alors je veux dire, nécessairement, ça donne envie de l'essayer, mais il n'y a rien qui les empêcherait, avec leur majorité parlementaire, de faire passer, malgré l'opposition des partis d'opposition, cette constitution-là, parce qu'à terme, ce qui compte, je crois, j'ai beaucoup de mal à comprendre là, la démarche du gouvernement de la CAQ en cette dernière année de mandat, mais je pense que c'est qu'elle soit adoptée, parce que ça vient avec tellement d'obstacles que ça va produire des résultats, en fait, si jamais on l'adopte, indépendamment de l'illégitimité du processus. Commission Rousseau-Proulx. Ça aussi, Rousseau, il est dans beaucoup de commissions, en fait, c'est difficile de s'y retrouver, mais Rousseau-Proulx sur l'avenir constitutionnel du Québec, c'est une commission qui a été créée par le gouvernement de la CAQ. Je ne me rappelle plus si c'est Jean-François Roberge ou Simon-Jolin Barrette. Mais donc, dans le rapport Rousseau-Proulx, on le précise. Si on veut changer le cadre constitutionnel, ça prend une démarche transpartisane avec une large participation de la société civile. Fait là, on essaie de nous faire croire que c'est une simple codification des pratiques antérieures, alors que ce projet de loi-là, je veux dire, c'est un projet de loi mammouth qui change à peu près tout le régime de contrôle de la constitutionnalité des lois. Alors, voilà ce qu'est ou devrait être une constitution. Donc, effectivement, tu parles, alors, juste avant que tu rebondisses, le Québec solidaire a fait adopter une motion pour dire qu'on n'allait pas adopter cette constitution sous bâillon. Mais nous avons aussi adopté d'ailleurs 4 fois à l'unanimité des motions qui disent que le Québec doit respecter la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, qui ne se retrouve pas du tout dans la Constitution, faut-il le rappeler. Fait que ça donne une idée qu'est-ce que vaut les motions qu'on vote à l'unanimité, évidemment. Peut-être la Ligue a déposé un mémoire et, de mes souvenirs, a refusé de participer à la consultation, exact. Donc j'imagine que c'est sur le processus en lui-même. Est-ce que tu peux nous parler de cette démarche en fait que vous avez choisi de suivre? Oui, avec plaisir. En fait, à la Ligue, dès la mi-octobre, on s'est mis à contacter plein d'organisations. Puis là, on est vraiment en communication avec au-dessus de 60 organisations de la société civile pour se mobiliser ensemble et bloquer le PL1. Alors là, je le mentionne. Toutes les organisations, les individus qui déposent des mémoires dans le cadre des consultations sur PL1, c'est super. Faisons tout ce qu'on peut pour bloquer ce projet de loi-là. À la Ligue, on a eu une discussion que je qualifierais d'historique parce qu'habituellement, on participe à des consultations particulières sur des projets de loi quand il y a un enjeu de droits et libertés puis qu'on a les ressources pour l'analyser et tout. Mais là, cette fois-ci, on s'est dit, il n'y en est pas question. D'abord, pour 2 raisons. On voulait s'assurer de ne conférer aucune légitimité au processus, mais aussi, on pense que dans le PL1, il n'y a pas d'amendement intéressant à aller chercher. Il n'y en a juste pas. Donc, bref. Et pour compléter un peu ce que Louis-Philippe disait,
En fait, il y a une expression qui est apparue dans les médias quelques jours après le dépôt du projet de loi. Quelqu'un, je ne me rappelle plus qui, malheureusement, qui avait qualifié ça de coup d'État législatif. Stéphane Beaulac. Merci, Stéphane Beaulac, pour me donner le crédit pour l'expression. C'est un peu, le PL1, c'est un peu un coup d'État législatif déguisé en constitution. Au même titre que la souveraineté parlementaire, c'est un déguisement pour la clause dérogatoire qui, en fait qu'on peut violer nos droits, bafouer nos droits. Fait qu'on est aussi pris dans toujours un combat sur les termes, sur le discours, parce que ce gouvernement-là, qui est au pouvoir actuellement, a une habileté à aller chercher des termes qui sonnent plutôt positifs dans l'oreille du public. Ah, une constitution, c'est quand même cool, tu sais. Quel peuple ne veut pas une constitution? Puis bon, avec l'histoire du Québec des dernières décennies, on comprend qu'il y a une sensibilité pour ça. C'était quoi l'autre partie de la question qui m'échappe en ce moment? Il n'y avait pas de question, tu étais en train de rebondir, c'était très bien. Oui, non, mais je me rappelle, OK, je me pose la question à un moment, mais alors qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Que nous, à la Ligue, on s'empare beaucoup de tout ce qui est le cadre international de protection des droits humains. Puis à cet égard-là, le Haut Commissariat des droits de l'homme a une vision très claire, un processus pour arriver à une constitution. Ça doit être élaboré avec la population. C'est un long processus qui doit impliquer beaucoup de groupes de la société. Donc, le Haut Commissariat nomme les travailleurs, les groupes qui représentent les femmes, les autochtones, les minorités. Tout est un grand tour d'horizon, bref, qui doit être consulté en amont. Donc, qu'on ne soit pas amené à se prononcer de façon abrégée sur un texte qui est déjà ébauché, déjà d'une part. Et ce que le Haut Commissariat dit aussi par rapport aux constitutions, c'est qu'une constitution d'un pays, ça doit permettre de garantir les droits des personnes et de faire obstacle aux tentatives de régime autoritaire. Fait que là, je pense qu'avec le PL1, on est vraiment sur la mauvaise voie. Il faut absolument faire volte-face. On va passer à travers un certain nombre de problèmes qui se retrouvent dans cette constitution concrète et il y en a vraiment beaucoup et on va essayer de faire court parce que sinon on ne va jamais réussir à arriver au topo plus large que je pense est très important dont tu parlais, Louis-Philippe, tout à l'heure, qui est l'accumulation de ces projets de loi qui sont une atteinte à notre État de droit et notre démocratie. Il y a la question des Premières Nations, il y a la question des droits des femmes, il y a la question de la charte en elle-même, il y a la question du droit à se défendre dans la société civile, il y a toutes sortes de questions. Fait que je vous propose de choisir en fait au fur et à mesure un chaque et puis on va avancer comme ça parce que... Donc je vais commencer par toi, Louis-Philippe, au choix. Tu prends lequel en premier? C'est pas au tour de Laurence? Ah Laurence d'abord. Je sais pas, je parlais il y a un instant. Oui, c'est ça. Ah oui, mais c'est la question du rebond. C'est parce que je lui ai dit que c'était un exercice genré de prendre la parole. Oui, exactement. Mal. Alors là, attention. Oui. Alors, est-ce que tu voudrais choisir? Oui. Mon Dieu, c'est l'embarras du choix, on pourrait dire. Oui. Peut-être que je pourrais commencer par le fait que les droits collectifs. On nous ramène encore les droits collectifs. C'est pas la première fois qu'on entend parler des droits collectifs. On se réfère notamment au projet de loi 84 sur l'intégration nationale. On se réfère à... on a entendu ça aussi à l'époque où on devrait renouveler la clause dérogatoire de la loi sur la laïcité. Donc, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et quand je vous parlais tantôt que, du côté du gouvernement, on choisit des termes qui sont plutôt attrayants. Droit collectif aussi, ça sonne attrayant. C'est nos droits, collectivement. Tu sais. Ça sonne même assez vertueux. Mais dans les faits, il y a deux problèmes. D'abord, le fait que les droits collectifs, la notion est mal utilisée par rapport à ce qu'elle veut vraiment dire. Elle n'est jamais définie, en fait. Ou sinon, on parle de la laïcité, par exemple, comme un droit collectif, alors que c'est pas... Il n'y a pas de limite. Il y a la laïcité, il y a le français. En fait, c'est ça, mais c'est encore une fois, on déguise ce qui serait en fait le pouvoir de la majorité ou les intérêts de la majorité déguisés en droits humains. Mais les droits collectifs, sur le plan de ce que c'est vraiment là, dans notre cadre de référence, c'est des droits dont le titulaire, plutôt que d'être un individu, par exemple la liberté de religion, chaque personne ici en est titulaire de ce droit, le titulaire est plutôt une collectivité, comme par exemple le droit à un environnement sain. Dans certaines législations, c'est considéré comme collectif. Essayer d'exercer ça tout seul, ça va être particulier. Le droit à l'autodétermination des peuples, évidemment. Donc, c'est ça, les droits collectifs. Et jamais, jamais, ça ne doit être mis en opposition avec des droits individuels, d'une part.
non seulement c'est pas opposé, mais en fait c'est interdépendant. Donc tous les droits étant interdépendants, si par exemple le droit à un environnement sain ou le droit à l'autodétermination des peuples est respecté, ça va favoriser l'exercice des autres droits également, dont les droits individuels. Donc d'abord c'est juste erroné comme façon de le dire, et ensuite ça vient aussi justifier, ultimement, là, si tu prends le concept droit collectif puis toutes les mesures plus concrètes, législatives que ce gouvernement essaie de mettre en place, on va se retrouver dans une société où violer les droits, bafouer les droits des minorités, c'est correct si la majorité est à l'aise avec ça. En gros, c'est ça. Donc, c'est un recul sur des décennies, là. Si on pense au développement du régime de protection des droits au Québec puis partout dans le monde, c'est un recul majeur là, que de cesser de protéger les minorités sur tous les plans, là, ethnoculturelles, religieuses, de genre, etc., contre ce que la majorité pourrait faire quand il y a toutes sortes de mouvements de réactionnaires ou de recul, les droits des femmes également. Donc, qui voilà. sont pas une minorité pour le coup et qui perdent quand même des droits. C'est le truc qui baisse le maximum l'espoir des minorités, c'est de voir que les femmes n'ont toujours pas réussi à atteindre une véritable égalité. Et tu dis, elles sont quand même presque 51% de la population. Les pauvres 3% de musulmans, ça va être compliqué. Mais l'idée, c'est qu'évidemment, c'est nos droits à toutes et tous qui sont effectivement à défendre. Je vais en prendre un peu avec vous aussi, parce qu'il y en a vraiment beaucoup des problèmes, mais vas-y. Oui, moi, mon préféré dans les droits collectifs, c'est le droit de la nation à des services publics laïques. Celui-là, je trouve qu'il est merveilleusement écrit. Comme le disait une de mes collègues, moi, j'ai pas encore vu la nation attendre dans une file d'attente. Fait que je me demande comment elle va faire pour réclamer les services laïques, la nation. Il y a des services publics aussi. Oui, bien sûr. Tout à fait, tant qu'il y en a encore. En gros, pour être capable de comprendre, parce que Laurence l'a résumé concrètement, c'est-à-dire que le principal affaiblissement qui découle de l'adoption de cette constitution caquiste-là, c'est les minorités qui vont l'avoir en pleine gueule, en fait, essentiellement, parce que si on revient au régime de la souveraineté parlementaire, si parce que le régime canadien ne permet pas à l'Assemblée nationale de prendre sa place, de défendre les institutions de la société québécoise qui se distinguent de celles du reste de la société canadienne, bien, à l'intérieur de l'ordre normatif, on revient au régime de la souveraineté parlementaire. Et ce faisant, ben, si on n'est pas d'accord avec une décision prise par l'Assemblée nationale qui est mise dans une loi, ben, on peut s'opposer puis changer de gouvernement 4 ans plus tard. Je caricature à peine à quel point ça semble être la vision qu'il y a derrière. C'est-à-dire que dans l'esprit de plusieurs personnes, des architectes de ce texte-là, manifestement, le meilleur endroit pour déterminer les limites à l'exercice des droits et libertés des uns et des autres, c'est pas le judiciaire, parce qu'ils sont pas élus, c'est la vieille critique du gouvernement par les juges, et ce serait donc l'Assemblée nationale et les élus, en fait, entre eux, entre autres, dans le contexte où on voit les dysfonctionnements pour des adoptions de lois qui n'ont même pas d'impact sur les droits et libertés de la personne. Mais c'est vraiment ça la vision qu'il y a derrière, et pour moi, elle est au mieux naïve. Au pire, elle glisse vers un certain autoritarisme, très, très clairement. Puis, au total, pour voir à quel point ce serait dramatique que d'adopter cette loi-là, il faut regarder d'où on part, puis regarder où est-ce qu'on arriverait, en fait, avec... parce que c'est des couches de changement. Je veux dire, c'est vraiment diffus, et notamment certains d'entre eux, c'est vraiment le bait parfait, parce que c'est maquillé dans quelque chose qui est séduisant. On le voit, là, il y a une majorité de Québécoises et Québécois qui trouvent que l'idée d'une constitution québécoise, elle est intéressante. Mais encore une fois, la CAQ est très, très habile politiquement parce qu'ils font le sondage en avril, ils sortent leur projet en octobre, puis les résultats du sondage d'avril sortent après la divulgation du projet. Et là, on fait le mash-up en disant « Et voilà, notre projet, les Québécoises et les Québécois sont d'accord. » Alors que c'est pas ça, c'est l'idée de la Constitution avec laquelle on est en accord. Pas cette Constitution-là et pas de cette manière-là. La laïcité, c'est exactement la même chose. Alors, grosso modo, on part d'une situation où on a une charte québécoise qui a une portée supralégislative, qui appartient à l'ensemble de la population, puis qui permet à toute personne, peu importe, là, d'invoquer un droit fondamental. Un syndicat, par exemple, qui trouve que de casser une grève, c'est une atteinte à la liberté d'association, ils ont par ailleurs tout à fait raison, de contester la loi sur la base d'une incompatibilité avec les droits protégés dans la Charte québécoise. On part de là
à une situation après l'adoption de la Constitution caquiste où, par une multiplication de prises qu'on donne non pas à la population, mais aux législateurs, le législateur se ramasse beaucoup mieux armé de différentes manières pour s'assurer que les lois qu'il adopte, elles ne pourront pas être remises en cause devant les tribunaux sur la base d'une atteinte aux droits fondamentaux protégés par la Charte québécoise. Et là, évidemment, je passe sous silence le fait que si ça s'est adopté, on en a pour des années de contestation constitutionnelle parce qu'il reste toujours la Constitution canadienne et il y a plein d'éléments de cette loi-là, qui demeure une loi, là, qui vont être contestés comme étant incompatibles avec la Charte canadienne ou d'autres éléments de la Constitution canadienne. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait eu une plainte à l'ONU aujourd'hui qui avait été déposée contre le projet de constitution. Effectivement, donc en gros, si je résume, on peut se retrouver facilement avec une majorité à l'Assemblée, qui du coup, l'exécutif, le législatif est le même, qui lui-même définit les droits collectifs et que basé sur ces lois collectives, on ne peut pas les contester, ou en tout cas très difficilement, sur la base de la Charte des droits et libertés. Et là, il faut s'intéresser un peu au Conseil constitutionnel. Ça, c'est absolument magnifique, là. C'est-à-dire qu'on crée une instance. Oui, c'est ça. Et les critères permettant de choisir, c'est le gouvernement qui va choisir les membres du Conseil constitutionnel sur la base, je pense que c'est risible, sur la base de leur sensibilité aux droits collectifs. Donc, pas sur la base de leurs compétences constitutionnelles en droits humains, en sociologie ou quoi que ce soit. Ils vont être choisis sur la base de la sensibilité qu'ils ont démontrée dans le passé à l'égard des droits collectifs. Alors, on a en tête quelques candidats potentiels. Et donc, ça va être nommé pour 6 ans. C'est 6 ans, donc c'est au-delà d'un seul mandat, d'une part, et cette chose ne pourra être mobilisée que par le gouvernement. Et il ne pourra rendre des avis qui n'auront pas de portée contraignante. Et ces avis-là n'auront pas, nous, comme population, on n'aura pas accès à d'éventuelles dissidences, seulement l'avis de la majorité. Alors, donc, je vais donner un exemple concret. On a actuellement un des conseillers, d'ailleurs, de M. Jolin Barrette. Tu as parlé de naïveté. Il a la qualité d'être le père de la nation potentielle, mais il n'a vraiment pas le défaut d'être naïf, honnêtement. Et donc, un des conseillers parle du besoin de natalité chez les Québécoises et Québécois en remplacement des immigrants. Et donc, on peut se trouver avec une majorité qui décide qu'un droit collectif au Québec, c'est d'avoir plus d'enfants et que donc, du jour au lendemain, on mette des taxes sur tout ce qui sert la contraception ou des choses qui étaient gratuites deviennent payantes, etc., sans parler même du droit à l'avortement, et que ça devienne un droit collectif. Et en plus, l'instance qui est censée valider si c'est compatible avec la Constitution ou pas, les membres de cette instance-là sont choisis aux 2/3 en fait par l'Assemblée. Donc, imaginons que le gouvernement a les 2/3 comme maintenant par le PQ, c'est eux qui choisissent. Et un parti d'opposition comme Québec solidaire ne pourrait même pas faire appel pour avoir un avis. Et au bout du compte, cette affaire-là, elle donne juste un avis. C'est-à-dire que, elle a donné son avis. Et après, on continue. C'est là où on est. Est-ce que j'ai dit une bêtise à date? C'est bon, c'est un scénario possible. C'est un scénario possible. C'est-à-dire que là, encore une fois, il reste la Charte canadienne qui continue à s'appliquer. Les tribunaux demeurent responsables de l'application de la Constitution. Puis là, je pense que tu nous as amené sur la question de la protection de l'avortement. Puis là-dessus, je pense que Laurence, la Ligue a travaillé là-dessus, mais non. C'est très bien. J'en sais un peu, mais je peux vous parler Laurence. de la Fédération québécoise pour le planning des naissances, en fait. C'est plus elles qui ont travaillé là-dessus. Et en gros, l'article 29 du projet de loi 1 vient affaiblir le droit à l'avortement en l'inscrivant comme un droit dans ce projet de loi qui est modifiable à majorité simple, rappelons-le, qui va être vulnérable aux aléas de l'opinion politique, la classe politique dominante à différentes époques. Et donc, c'est vraiment ce que la Fédération pour le planning des naissances à la fois s'alarmait du fait que le projet de loi 1 vienne codifier ce droit. Il disait, ça fait des années qu'on vous le dit, c'est pas reconnu comme un droit à proprement parler, ça fait partie des soins, il faut travailler sur l'accès aux soins qu'est l'avortement, et surtout, il y a plein de jurisprudence qui vient protéger cette possibilité-là d'avoir recours à l'avortement. Donc, d'une part, ils ne veulent pas de cet article-là, 29, dans le projet de loi 1, mais d'autre part, elles sont extrêmement frustrées parce qu'elles ont toutes fait ce travail d'éducation auprès de la CAQ pendant des années, à plusieurs reprises. Et en 2023, je pense, elles étaient arrivées à vraiment
se faire bien comprendre de la CAQ qui avait fait « Ah, OK, on comprend, c'est correct. » Fait que tout ce travail-là d'éducation a été fait, puis là, maintenant, sort un projet de loi dans lequel il fait partie d'un projet de constitution. Donc... Moi, donc, parce qu'en 2023, la ministre de la Condition féminine voulait déposer un projet de loi dans ce sens-là. Et il y a eu les mêmes arguments qu'on est en train de vivre actuellement, que si on le met, ça peut être amendé, etc. Et donc, ils ont reculé. Et Louis-Philippe, je ne vais pas m'empêcher, évidemment, de te demander de partager ta théorie sur ce sujet-là. Je ne voudrais pas te voler tes idées. Non, mais je veux dire, à la base, il faut garder en tête que là, notamment les consultations, je rebondis sur le choix de la Ligue de ne pas participer pour ne pas donner du gaz, en fait, à ce que tente sans doute de faire le gouvernement de la CAQ avec le projet de loi de constitution. Ils l'ont élaboré sans consultation. C'était très, très opaque, etc. Et là, clairement, ce qu'ils essaient de faire, c'est de dire... Mais quoi, on consulte? On consulte même largement. Plein de gens viennent nous dire ce qu'ils en pensent et on écoute, on prend note et on va à terme retirer des éléments du projet de loi pour montrer à quel point nous sommes des grands démocrates et nous ne sommes pas dogmatiques. À mon sens, quand j'ai vu arriver la question de l'interdiction de l'avortement dans ce projet de constitution-là, alors que c'est un gouvernement qui, Laurence vient de le dire, il y a 2 ans, ont eu cette idée-là et se sont fait dire par tous les groupes de la société civile, y compris le barreau encore, c'est pas une bonne idée, c'est une fausse bonne idée. On comprend que vous réagissez au renversement de Roe v. Wade aux États-Unis puis que vous voulez bien faire pour protéger le droit des femmes à l'IVG, mais en faisant ça, vous allez le fragiliser parce que vous allez permettre une réouverture du débat judiciaire sur la question. Donc, ils ont reculé il y a 2 ans. Ils reviennent à la charge avec un projet de loi de constitution où ils sont à la recherche d'une légitimité après coup. À mon sens, ça a toutes les apparences d'un leurre, c'est-à-dire un truc qu'ils ont mis dans le document en sachant très bien qu'ils vont le retirer pour ensuite montrer à quel point ils ont été à l'écoute des groupes qui seront venus en commission parlementaire. Et là, c'est un débat qui est vraiment très épineux et j'aimerais saluer à quel point la Ligue fait un travail exceptionnel. On parlait d'essoufflement là, tout à l'heure. Là. Ils en ont vraiment plein. Ils ont beaucoup d'éléments dans leurs assiettes et un travail magnifique parce que la politique de la chaise vide, c'est pas une option. C'est une chose de dire on ne va pas aller en commission parlementaire parce qu'on veut pas faire le jeu de la légitimation après coup, mais il faut aussi être très vocal pour expliquer ailleurs qu'en commission parlementaire tous les problèmes. Puis je vous invite à aller consulter les ressources de la Ligue, là, une analyse absolument détaillée de tous les problèmes découlant de ce projet de constitution caquiste, notamment, mais également du projet de loi 9 là, qui vient de nous être lancé dans les pattes, là. Nous sommes collectivement comme dans le parrain 3 Michael Corleone en matière de laïcité. Hein. À chaque fois qu'on pense qu'on en sort, on nous ramène dans le débat. Alors, voilà. Puis si je peux me permettre, on a aussi préparé, avec l'appui de Louis-Philippe, un gabarit de mémoire citoyen. Donc, c'est un mémoire qui fait 2 pages, qui ne s'embarque pas dans tous les sujets qu'on discute en ce moment, donc qui ne s'embarque pas dans le contenu du projet de loi 1, mais qui, en un peu moins que 2 pages même, rejette le processus fermement. Donc, si, à titre d'individu, puisque les organisations se mobilisent de plein de façons, mais si à titre d'individu aussi, vous avez envie de faire quelque chose, ça peut être une possibilité de télécharger ce très bref document, vous adapter, ajouter votre nom, un petit paragraphe sur qui vous êtes à votre guise, vous envoyez à la commission des institutions, ça prend quelques minutes. Donc, c'est pour dire, on rejette le processus, on ne veut pas aller aux consultations, mais par ailleurs, on fait tout ce qu'on peut pour mettre tout le monde en action, y compris ce projet de mémoire citoyen, qui est l'idée qu'on a volée à Louis-Philippe, allègrement. Les journalistes, cette semaine, nous ont posé la question à Québec solidaire en nous disant qu'on faisait partie d'un complot. Non, on comprend d'où ça vient. En disant, on a reçu 250 mémoires, c'est beaucoup trop, il y en a 200 qui veulent participer. Vous avez fait des gabarits. On se dit de quoi ils parlent. Bon, maintenant, c'est... Honnêtement... Y a-t-il 250 mémoires pour vrai? Oui. C'est très cool. C'est exceptionnel. Mais... Envoyez-en d'autres. Est-ce qu'ils sont vraiment outrés qu'il y en ait autant? Ils n'ont pas fait de publicité, en tout cas, sur la commission générale sur la Constitution. Là. J'ai aussi une discussion téléphonique avec la directrice de la commission des institutions, si je me souviens bien, c'est son titre directrice, enfin, qui m'expliquait que parmi les groupes et individus qui ont demandé à être entendus, donc pour ces personnes, la date limite était le 24 novembre,
Mais pour soumettre un mémoire sans demander à comparaître, c'est pas trop tard. Vous pouvez encore le faire. Bref, donc pour les individus, peut-être M. Lampron, Louis-Philippe, qui auraient soumis un mémoire et demandé à être entendu, on va dire, il y aura au total 45 minutes qui seront allouées à l'ensemble des individus. Oui, la catégorie un seul individu, là, qui ne provient pas d'une organisation, c'est une catégorie pour laquelle il y aura au total 45 minutes lors des consultations devant la commission des institutions. Moi, j'espère qu'il y a eu un malentendu, honnêtement, parce que techniquement, il faudrait valider, mais je pense que c'est une négociation qui se fait avec nous et qu'elle est loin d'être finie. Donc, il est possible que vous ayez les conclusions avant que la négociation commence, parce que dans notre cher système parlementaire hérité du roi, n'est-ce pas, le roi décide, fait qu'au bout du compte, s'ils ont une majorité, ils font à peu près ce qu'ils veulent. Mais oui, il y a eu 200 personnes qui ont demandé à être 200 organismes. Je ne sais pas si c'est des personnes, des organismes. Plus une cinquantaine qui ont déposé comme voix mémoire et qui ne veulent pas y participer. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais quand même, il y a un certain nombre de points qui sont importants parce qu'en plus de tout ce dont on parle, il y a aussi un affaiblissement de la possibilité des organismes publics de contester. Il y a la question des Premières Nations. Il y a vraiment beaucoup de choses. Fait que peut-être un mot sur justement les capacités de contester ou pas les lois et comment est-ce qu'on affaiblit ces droits-là. Oui, bien en fait, c'est qu'il y a une disposition dans le projet de loi qui prévoit que toute une liste d'organismes qui reçoivent des fonds publics ne pourraient pas faire des contestations judiciaires de certaines lois avec ces fonds publics, ni participer à une contestation judiciaire avec ces fonds publics. Donc, par exemple, devenir partie intervenante, comme beaucoup d'organismes font par rapport à la loi sur la laïcité qui est devant la Cour suprême du Canada. Donc, et c'est une liste qui contient à peu près 120 organisations, dont la Commission des droits de la personne, les municipalités, des universités, si je me souviens bien, etc. Et qui termine, l'article qui résume cette disposition termine par « et toute autre catégorie d'organismes que le gouvernement jugera qui veut intégrer à cette mesure ». Par décret. Ça, c'est formidable. C'est des poupées russes de bonheur. On l'a fait avec le projet de loi 84, en fait. C'est-à-dire qu'on a une politique sur l'intégration nationale et les valeurs québécoises qu'on retrouve dans la loi 84 ne sont pas exhaustives. On peut en rajouter d'autres par décret. Et donc, encore une fois, poupée russe de la joie, ça a des racines dans le projet de constitution caquiste qui fait référence à l'intégration nationale. Alors, on a des valeurs adoptées par décret qui ont un poids constitutionnel. C'est magnifique. Mais c'est une habitude, je pense, que ce gouvernement, dans différents domaines, oui, puis aussi de se garder de la marge de manœuvre pour après. Mm-hmm. On se garde un petit lousse, on se garde un espace disponible pour l'arbitraire, pour les choses qui seront adoptées par voie de règlement, sans consultation, par décret. C'est vraiment une tendance qu'on observe au-delà des projets de loi 1, c'est ça, de ce qu'on discute aujourd'hui. Là, on l'a observé dans d'autres projets de loi à la Ligue. Et bon, c'est une tendance lourde, là, parce c'est pas l'objet de la discussion, mais notre bon premier ministre fédéral, on est très, très loin du Helbo-Zop, n'est-ce pas, qui nous a promis en campagne électorale. Et donc, on est aussi là, dans les mécanismes d'urgence, les décrets, les projets nationaux, etc., sans consultation et en accélérant là, les processus de vérification, notamment en matière environnementale. Là. Donc, c'est une tendance, malheureusement, qui se généralise et pas qu'au Québec. Sur les Premières Nations, parce que je pense que c'est quand même un point vraiment important, au-delà du fait que nation, peuple est utilisé de toutes sortes de manières assez artistiques, je dirais, vraiment. Faut pas s'attacher au concept. Mais plus largement sur les droits des Premières Nations, est-ce que, Louis-Philippe, tu voudrais nous en parler un peu? Là-dessus, je suis vraiment imposteur parce que je connais très, très mal la question, mais très clairement, ils sont nulle part dans ce texte-là. Ils ont une petite place dans le préambule, puis c'est Karine Miller là, qui livre des analyses tout à fait claires sur les nombreux problèmes de cette architecture constitutionnelle caquiste-là avec la reconnaissance et un affaiblissement des droits des premiers peuples, en fait, là, au Québec. Et elle, d'ailleurs, et puis évidemment, je vous inviterai à lire son mémoire, on le mettra en lien, mais elle parle des droits en fait qui précèdent même
évidemment, et qui sont acquis aujourd'hui devant les tribunaux sur la base de la Constitution canadienne, qui serait un terrible recul pour eux au niveau de ce projet-là. Il nous reste vraiment peu de temps, fait que Louis-Philippe, tu parlais du fait qu'il y avait le projet de loi 1 dont on parle, il y avait le projet 2, 3, 7, 9, et qu'on va prendre un petit peu pourquoi est-ce que c'est des reculs par rapport au contre-pouvoir. Peut-être, Laurence, je te laisse le choix entre les médecins, les syndicats, la laïcité, je veux dire, il y en a à toutes les sauces, mais bon, peut-être les médecins, je ne sais pas, par rapport à leur liberté d'expression, oui. Je pense que je me permettrais d'aller sur le projet de loi 7, si ça ne t'ennuie pas, que je Absolument. défasse complètement ton animation, parce qu'on entend plus parler de certains autres de projets de loi. C'est pas pour en minimiser l'importance, là, les projets de loi anti-syndicaux notamment, puis le projet de loi 9 sur la laïcité, on est super actifs là-dessus à la Ligue. Mais le projet de loi 7 sur l'efficacité, c'est quoi l'efficacité du gouvernement et l'imputabilité aussi des hauts fonctionnaires, un truc comme ça. Mais bon, on a quand même le mot efficacité qui nous rappelle quelque chose. Et dans ce projet de loi-là, qui est immense, qui a 98 pages et 384 articles, que je n'ai pas lu, mais pour lequel, dans les réseaux dont on fait partie, donc le Réseau québécois de l'action communautaire autonome et le Réseau des organismes en défense collective des droits. Donc, on est les deux. On est AK et on est DCD à la Ligue. Donc, Défense collective des droits et Action communautaire autonome. Dans ce projet de loi-là, il y a une disposition, en fait, qui vient fusionner deux fonds de financement gouvernemental aux organismes d'action communautaire autonome. Et l'un de ces fonds-là, ce qui va perdre, en fait, à travers cette fusion-là, c'est une garantie que les organismes financés puissent être complètement autonomes du gouvernement, puissent critiquer l'État, autrement dit, sans craindre de perdre leur financement. Donc, ce fonds-là, qui est apprécié du communautaire, est le fruit d'une longue lutte depuis les années 70 pour la reconnaissance du mouvement d'action communautaire autonome au Québec, qui a culminé, je dirais, début des années 2000 avec la politique de reconnaissance de l'action communautaire autonome que le gouvernement du Québec a adoptée. Et ce fonds-là faisait suite à cette politique-là. Donc, c'était un fonds, il y a une indépendance de l'exécutif et donc du législatif également, qui fait que les personnes qui gèrent le fonds vont pas faire comme non, la Ligue, on leur donnera plus parce qu'ils sont trop critiques du gouvernement. Donc, ce qui arrive avec la fusion, c'est que non seulement ça fusionne, donc ça va sûrement diluer puis diminuer la qualité du financement et des services qui est possible d'obtenir pour les organismes, mais aussi il y a cette disposition de neutralité du fonds et d'indépendance institutionnelle pour administrer le fonds qui va tomber à l'eau, qui va disparaître. Donc là, les organismes d'ACA et de DCD sont extrêmement préoccupés. Puis ce projet de loi-là, on en parle pas mal moins pour l'instant. Les consultations ont commencé il y a 2 jours, puis ça finit mardi. Fait que, voilà, pour un projet de loi qui a été déposé le 5 novembre. Ça, c'est une tradition forte qui dépose un projet de loi et donne juste 2 semaines aux gens. Puis celui-là particulièrement, moi, j'ai été en commission une demi-journée, fait que moi non plus, je ne l'ai pas lu parce que j'étais en remplacement. Et puis, j'ai été un peu estomaqué de la taille du mastodonte. Et puis, effectivement, je veux dire, il y en a pour toutes, là. Efficacité. Ils s'en prennent à l'INSPQ aussi, il me semble. Ils fusionnent l'INSPQ avec un autre organisme, puis donc ils savent aussi dans les ressources, alors que c'est des organismes dont on a besoin pour éclairer le débat public. Donc, et effectivement, ça passe complètement sous cap, justement. C'est un des effets d'inonder la zone. On ne peut pas être partout. Et donc, il y en a qui passent en dessous des intérêts médiatiques. Puis je suis désolée, j'aborde une petite partie du PL7 parce qu'à la Ligue, on a vu ça arriver puis on était comme, on peut pas. Donc, je salue le travail du RQAK et du RODCD notamment qui ont procédé à l'analyse de au moins cette dimension-là du projet de loi 7. Oui, pour l'anecdote, le seul moment où j'étais là, il y avait un professeur d'HEC qui était là, que je pense vraiment pas qu'il est de gauche, et qui pensait que sur la question de l'efficacité, c'était un très mauvais projet par ailleurs. Fait que même oui. Ce à quoi elle lui a dit, mais moi, parce que c'est Madame Duranceau qui s'en occupe, celle qui veut que vous investissiez dans
dans l'immobilier. Et elle lui a dit, mais moi, j'ai des diplômes d'HEC, fait que ça devrait être bien. Il lui a dit, bah, ça dépend de vos notes quand même. C'est enregistré, c'est live. Bon. Sur les médecins ou les syndicats, au choix, Louis-Philippe? Ben, je vais choisir la laïcité. Je n'ai aucune autorité, aucune. Mais c'est des suggestions, hein? C'est comme une motion, on peut faire avec ou sans. Alors ça, moi sur la laïcité, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, il faut aller lire le projet de loi 9. Moi, c'est un des projets de loi les plus mal écrits que j'ai vus depuis longtemps. Là. La définition de ce qu'est une pratique religieuse va mener à des conséquences ridicules dans l'opérationnalisation. Qu'êtes-vous en train de faire là? Je dis, enfin, peu importe, ça devient là, sur des rassemblements, là, qu'il y a des gens qui vont ouvrir la porte des locaux à l'université pour... Regardez subitement, êtes-vous en train de vous livrer à une pratique religieuse? Enfin, mais au-delà de ça, c'est que sur la question de la laïcité, parce que là, il n'y a pas que le projet de loi 9, ça part du projet de loi 21, et là-dessus, la CAQ a été redoutablement efficace pour mousser l'appui des Québécoises et des Québécois à leur projet, parce qu'ils demandent, êtes-vous en faveur de la laïcité de l'État? Et toute critique envers le projet de loi 21 et ses... corollaire ou ses appendices par la suite des choses, est considéré par la CAQ comme une attaque au principe de laïcité de l'État. Or, et ça, il faut le répéter, le marteler, avant l'adoption de la loi sur la laïcité de l'État, le Québec était déjà laïque. Il n'y avait pas le terme laïcité dans les lois, mais la laïcité, c'est une opérationnalisation de la séparation du religieux et de l'État. Et donc, toutes les règles qui ont été intégrées dans la loi 21 en 2019, elles avaient déjà cours dans l'espace public québécois à travers l'interprétation qu'on avait faite de la liberté de conscience et de religion dans la Charte canadienne et dans la Charte québécoise. Hein, le fameux arrêt avec le maire de Saguenay là, qui voulait prier avant les assemblées. Bon, mais c'est un exemple de neutralité religieuse de l'État. Quand on se présente comme un soldat du Christ, on ne peut pas en même temps prétendre que la prière est patrimoniale. Ça ne fonctionne pas. C'est ce que la Cour suprême lui a rappelé et donc l'a sanctionné. Mais il y avait des devoirs de réserve des agentes et des agents de l'État. Avant la loi sur la laïcité de l'État, l'affaire Bedford, les gestionnaires de l'école avaient en main tous les outils pour sanctionner les professeurs qui refusaient de donner le cursus minimal obligatoire sur la base de considérations peut-être religieuses, peut-être culturelles, on n'en sait trop rien, mais grosso modo, c'était pas un enjeu de laïcité, c'était surtout pas un enjeu de lacune dans le cadre applicable à la laïcité de l'État. Alors, de savoir d'où on part pour voir où on arrive, le seul changement qui a été apporté concrètement au cadre normatif, c'est des interdictions de port de signes religieux visibles. Et ça, quand on travaille un tant soit peu en discrimination en droit canadien depuis 1985, c'est un exemple classique de discrimination indirecte. Fait qu'on a beau, j'entendais le ministre Roberge aujourd'hui dire à quel point c'était pas une mesure qui était discriminatoire parce qu'elle visait, c'est le vieil argument, là, toutes les religions pareilles, les juifs qui portent la kippa, les musulmanes qui portent le hijab et, roulement de tambour, les chrétiens qui portent de grandes croix. Mais les chrétiens ne portent pas de grandes croix. Il faut arrêter avec ça. Et s'ils portent une croix, ça se dissimule en dessous des vêtements. Donc, la majorité de la population québécoise, athée, agnostique ou chrétienne, sauf de rares exceptions, là, peut-être qu'Éric Lapointe a des gros tatouages de croix, mais ils n'ont pas d'effort à faire pour respecter l'interdiction. Aucun effort à faire. Donc, ceux qui doivent vivre avec des désavantages sont les membres de groupes religieux minoritaires qui croient sincèrement devoir porter des signes religieux visibles. Discrimination fondée sur les convictions religieuses par effet préjudiciable. Cas classique. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas passé le test des tribunaux si le gouvernement avait eu des données à fournir pour justifier cette interdiction-là initiale en 2019. Mais il a décidé de ne pas le faire. Il a décidé plutôt de suspendre l'application des droits et libertés de la personne plutôt que d'avoir à respecter l'exigence d'imputabilité qui vient avec le respect des droits et libertés de la personne. Et donc, devant la Cour suprême, et j'arrête là-dessus, devant la Cour suprême du Canada, l'affaire
vise moins la loi sur la laïcité de l'État et les 2 interdictions de port de signes religieux que le choix du législateur québécois de faire sortir la pâte à dents du tube et d'avoir recours mur à mur aux dispositions de dérogation de manière préventive pour empêcher le débat de se faire au fond quant aux motifs justifiant ces restrictions-là à la liberté de conscience et de religion de groupes minoritaires. Et je parle de faire sortir la pâte à dents du tube. J'avais dit que j'allais arrêter là, puis tu as vu, j'ai menti encore. Oui, bon. Et donc, on regarde ce qui se passe. La dernière campagne fédérale, Pierre Poilievre a fait une promesse d'avoir recours à la disposition de dérogation en matière criminelle. Ça serait une première pour un législateur fédéral. Bon, il n'a pas gagné. En Alberta, Daniel Smith vient de l'utiliser 2 fois dans une loi de retour au travail pour mettre fin à une grève d'enseignants et dans une loi qui concerne les soins pour des mineurs trans. Puis Doug Ford laisse flotter la possibilité de l'invoquer aussi pour démanteler des campements de sans-abri. Alors maintenant, c'est un bar ouvert, en fait, qui sont permis par les critères actuels qui sont très, très peu contraignants et largement en rupture avec les conditions permettant de suspendre les droits et libertés de la personne au niveau international. Vous sentez mieux, je sens que... Mais moi, ce qui me frustre le plus, là, c'est que, un peu comme tu disais sur la charte, que toutes les modifications ont été faites jusqu'à l'arrivée de la CAQ pour améliorer les droits fondamentaux des gens. Et puis, depuis qu'ils sont là, à chaque fois qu'ils y ont touché, c'était pour en enlever. Mais la laïcité, en gros, depuis, et si on revient à l'autre mère patrie, la France, là, depuis la loi de 1905, ça a été mis en place pour ouvrir les institutions à plus de minorités, aux protestants, aux juifs, aux musulmans, etc., parce que l'Église catholique, qui gérait une bonne partie des institutions, se retrouvait à ne pas servir les autres, et le droit à l'égalité, le droit à la liberté de conscience, etc., était malmené. Et même dans la loi 21, sur les 4 principes, quand même, le premier, c'est le droit à l'égalité, le deuxième, c'est le droit à la liberté de conscience. Tout ce qu'ils font va à l'encontre du droit à l'égalité et du droit à la liberté de conscience. C'est-à-dire que même sur leur propre définition de laïcité, c'est juste une falsification continue du concept. On dirait que je me dis, s'ils continuent d'instrumentaliser le langage des droits, des libertés, de l'égalité et tout, c'est que ça a encore une certaine valeur. C'est qu'ils ne peuvent pas ouvertement tout rejeter. Faut continuer à lutter pour les vrais droits et libertés, par exemple. Oui, Louis-Philippe, je te vois hocher de la tête. Ben, c'est parce que pas plus tard qu'il y a une semaine, le département d'État des Américains a envoyé une directive à tous les diplomates disant de parler de l'avortement comme d'une atteinte aux droits humains. Donc là, on retourne le gant comme une crêpe, en fait, au sud de la frontière, et ça montre bien à quel point, à force de déconner avec les institutions, quelque chose qui est un véritable contre-pouvoir, qui a pour effet de tenir l'État à distance et de le forcer à l'imputabilité. C'est ça, les droits et libertés de la personne. C'est pas du droit naturel, c'est pas un truc dogmatique. On s'est entendu là-dessus après la Deuxième Guerre mondiale de manière vraiment très pragmatique, quand on a constaté à quel point la démocratie qui se limite à la règle de la majorité qui décide, ça peut mener aux pires horreurs. L'objectif derrière cette architecture-là très fragile, c'est quand même d'assurer un vivre ensemble pacifique puis d'éviter qu'on retourne dans ces horreurs-là. Là, le problème, c'est que je suis d'accord avec toi que la rhétorique des droits et libertés de la personne, ils se sentent obligés d'y revenir un peu partout, mais il y a aussi la possibilité de le revirer comme une crêpe, en fait, puis de le détourner de sa notion et même de s'en servir comme d'une torpille permettant de faire sauter la démocratie, notamment à travers l'idée de la liberté d'expression qui serait le maître droit, là, puis Trump et compagnie s'en servent vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, dans ce contexte-là, moi, la Constitution, pour la question des droits collectifs, là, l'objectif, c'est clairement de se distinguer du reste du Canada, c'est clairement de shaker les colonnes du temple, j'écoute trop le hockey ces temps-ci, et donc de faire en sorte notamment que on veut provoquer le gouvernement, le législateur fédéral à réagir, en fait, pour créer, c'est la branche nationaliste de la CAQ là, qui est aux commandes de ce projet de loi-là, pour espérer que ça va mousser la possibilité de montrer que le fédéralisme est nocif pour les projets collectifs de la société québécoise. C'est une vieille stratégie, c'est-à-dire d'un côté, il y a plein de mots qu'on nous empêche d'utiliser, islamophobie, racisme systémique, tout ça, c'est des mots attaqués parce qu'ils permettent d'atteindre l'égalité. De l'autre côté, on vide des mots importants de leur sens pour ne plus pouvoir les utiliser dans le sens qui devrait être. Et ça fait que des débats dans une démocratie deviennent de plus en plus compliqués. On arrive à la fin quand même, on ne peut pas
ne pas dire un mot sur le droit syndical. Bon, je vais quand même poser la question aux syndicalistes, ex-syndicalistes, ex-président du syndicat. Ben, c'est une attaque claire. En fait, l'objectif, c'est, encore une fois, puis c'est pour ça que c'est vraiment important parce que on le voit là, notamment dans les médias. J'ai réagi là, plus tôt ce matin à une chronique que j'ai lue de Patrick Lagacé qui, pour moi, tombe dans le piège là, en disant, en gros, que mais tout ce que veut le gouvernement, au fond, en quoi c'est si déraisonnable que ça de demander pour les membres plus de démocratie syndicale. Mais quand on procède à une analyse du projet de loi à travers cette idée-là là, de la cotisation obligatoire puis de la cotisation facultative et qu'on sait comment ça fonctionne, en fait, un syndicat à l'intérieur, puis quand les syndicats prennent la parole publiquement, ils ne feront pas de gaieté de cœur. Je veux dire, ils sont tous à peu près exsangues, les membres des syndicats, tellement ils ont de la job. Fait que s'ils décident de sortir publiquement, c'est parce que ça sert de greater good, puis celui de leurs membres, en fait, d'améliorer les politiques sociales, ça va au service de leurs membres. Bon, alors de faire cette distinction-là entre la cotisation obligatoire, vous pouvez vous en servir, mais en vous enfermant dans la petite case des relations de travail. Donc, quand ça touche directement votre convention collective, ça, c'est correct. On ne va pas regarder ce que vous faites avec cette cotisation-là. Mais si vous êtes un peu à l'extérieur de votre convention collective, ah ben là, il faut que vous demandiez la permission une fois par année à vos membres, dans un contexte où, évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le projet de loi-là, c'est Pascal Paradis qui a posé une très bonne question à Magali Picard en disant quand le législateur il s'attaque à vous, là, où il va faire une initiative problématique avec les droits des travailleurs, est-ce qu'il vous envoie un fax avant janvier vous annonçant qu'il va le faire? Ou est-ce que ça arrive puis vous devez réagir on the spot? Fait que ça ne peut pas se faire une fois par année. Et si les syndicats commencent à se demander si chaque action, chaque prise de position politique, publique, publicitaire pour dénoncer les trucs qui sont en lien avec les conditions de travail de leurs membres ou des travailleurs au sens large, ils peuvent le faire ou pas parce que c'est indirect ou pas et qui va déterminer qu'est-ce qui est au cœur des conditions de travail ou pas, on le voit bien, surtout quand on l'inscrit dans toutes ces initiatives législatives. L'objectif, c'est de mettre tellement de haies, tellement d'obstacles sur la route des syndicats que de les empêcher de facto, ou à tout le moins de limiter de manière importante leur capacité, encore une fois, à remettre en cause des initiatives du législateur. Même quand ça concerne directement les conditions de travail. Donc, toute contestation judiciaire, maintenant, devra être financée par des cotisations facultatives qui doivent être votées année après année, avec toutes les considérations techniques que ça implique, notamment pour des grands syndicats qui sont explosés en différentes unités, en fait, puis qui doivent tous être consultés avant d'être capables de savoir si on débloque les fonds encore cette année. Et un des exemples qu'ils donnent souvent, c'est le fait que la FAE a porté plainte contre la loi 21. Et que ça, je suis plus capable de l'entendre, cet argument-là. C'est quand même quelque chose, parce que je veux dire, n'importe quel employeur qui décide de mettre à la porte une femme parce qu'elle porte un foulard, évidemment que le syndicat a l'obligation, et s'il ose ne pas la défendre, il se fait attaquer lui-même. Mais de deux, ce qui est au cœur de la contestation, c'est l'utilisation de la disposition de dérogation sans condition, sans avoir à s'en justifier. À ce que je sache, la disposition de dérogation, on peut s'en servir pour suspendre la liberté d'association et donc le droit de grève et la négociation collective. Si ça ne tombe pas directement dans l'assiette des syndicats, je ne sais pas qu'est-ce qui tombe directement dans l'assiette des syndicats. Et moi, ce qui m'a fâché ce matin, c'est de voir à quel point la couverture médiatique du projet de loi 3, mais des projets, c'est d'une complaisance qui me frustre, notamment sur cette question-là. Moi qui boive le Kool-Aid de l'argument de la CAQ disant la méchante FAE qui va contester une loi populaire du Québec avec les cotisations des membres, c'est de ne pas savoir qu'est-ce qui est au cœur de la contestation. Et le gouvernement le sait très, très bien, hein, parce que c'est lui qui défend le recours à la disposition de dérogation. Mais le cœur de la contestation de la FAE, il y a la question des travailleuses qui sont directement visées par l'interdiction et qui peuvent perdre leur emploi, bien sûr. Mais il y a plus largement la question de la disposition de dérogation. Tu m'as convaincu. Peut-être pour conclure sur une note importante, je pense, Laurence t'en a parlé un peu, mais peut-être nous parler de... J'ai pas le souvenir d'avoir vu ça depuis les 3 dernières années. À quel point est-ce qu'il y a une effervescence dans la société civile en ce moment, dans justement la résistance à ce qui se passe? Tu parlais des collaborations, est-ce que tu peux en parler un peu plus?
Oui, ben oui. Merci de nous guider pour finir là-dessus. C'est vrai que ça peut faire du bien. Oui, on sent une effervescence. Quand on a tendu des perches en quelques jours pour convoquer une grande rencontre intersectorielle sur le projet de loi 1, on s'est retrouvé avec 60 organisations autour de la table en moins de 5 jours de préavis. Donc, on sent que, pas juste à cause du projet de loi 1, mais le fruit est mûr en général. On voit les reculs sur absolument tous les plans. Tous les secteurs de la société constatent ces reculs-là en ce moment. Je pense que je sens aussi, bon, peut-être que je suis dans ma bulle de milieu communautaire, défense des droits, mais qu'il y a beaucoup de cette idée de comme, on peut pas lutter en silo. Faut qu'on soit solidaire puis qu'on lutte sur l'ensemble. On nous attaque sur l'ensemble, il faut aussi qu'on résiste sur l'ensemble. Puis c'est ça, j'expliquais à Louis-Philippe avant que je suis peut-être un peu de nature optimiste, trop naïve, genre je ne suis pas certaine, mais effectivement, on sent une grande effervescence en ce moment. Je pense que c'est comme une occasion à saisir pour le Québec. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer ça va être quoi le Québec des prochaines années, tellement les prochains mois sont déterminants et je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, oui, je perçois une effervescence, puis surtout une occasion, une opportunité à saisir, en fait. Avec 200 mémoires, on va avoir un débat qui va se prolonger jusqu'au printemps. Et le Québec aime le printemps. Donc, sur cette note positive, je vous demande d'applaudir nos invités. Merci beaucoup.